Monsieur le secrétaire général, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Tourons respectés, c'est un honneur pour moi d'intervenir aujourd'hui devant vous pour parler d'un thème qui est très cher, c'est le digital. C'est un thème pour lequel, depuis quelques années, on fait de la promotion. Et le ministère le met à la tête des mécanismes transverses pour la mise en œuvre de la stratégie de la Green 2020-2030, avec des indicateurs fermes. C'est 2 millions d'agriculteurs et d'intervenants dans les chaînes de valeur agricole qui doivent être connectés à des e-services digitaux. Mesdames et messieurs, la première action qui a été lancée par le ministère, qui se manifeste d'une très grande compréhension de la nécessité que pour faire du digital au secteur agricole, il faut faire travailler le public et le privé ensemble. Il faut renforcer ce partenariat à plusieurs niveaux. Du coup, le ministère a prévu dans la stratégie Nation Green la création d'un pôle, d'une nouvelle institution qui est dédiée au digital. Et dont l'ambition, c'est accélérer la transformation digitale à travers différentes actions stratégiques et opérationnelles. Au niveau stratégique, la NCCC, l'Agence nationale de la conservation foncière. Le foncier, c'est l'assiette de l'agriculture. Donc l'innovation est venue déjà par la structure elle-même de l'établissement qui se charge du digital. Après, en 2018, il y a eu d'ailleurs cette ici, brièvement. On a pris connaissance de ce qu'il faisait, on en a imprimé 8, si je me rappelle bien à la fin. C'était la première, c'était au salon, c'était vraiment une grande fête, etc. pour les nouvelles technologies. Et après, ils sont disparus dans la nature. Chacune a pris un chemin, etc. Et aujourd'hui, nous sommes sur une nouvelle approche dans un programme qui s'appelle CAP Nord, qui bien sûr, ils ont pris en charge par les responsables, et qui est d'arriver à concrétiser, en tout cas l'objectif, c'est d'arriver à concrétiser quelque chose. Et là, je rejoins Mme Télésonné, parce que ça fait depuis 2018, on n'a rien vu de concret, en parenthèse, à part peut-être Edge et d'autres startups, de choses concrètes chez l'agriculteur. Donc nous, on a dit d'abord en match avec les besoins de la banque par ligne de métier avec chaque startup pour bien définir nos objectifs, que ce soit en matière de pilotage et de cartographie de politique de financement global au niveau du Maroc et par région, mais aussi l'utilisation chez l'agriculteur, etc. Donc, Monsieur le Président en a parlé tout à l'heure, et hier on a fait encore une rencontre en présence de Monsieur le Président de la Comader pour embarquer avec nous les interprofessions, et on va faire un roadshow régional pour aller vers les régions, vers les acteurs pour concrétiser quelque chose et pour répondre à un vrai besoin réel des maillons des chaînes de valeur sur la région. Voilà. Alors, selon les règles de financement vont évoluer, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, avec toutes ces datas et cette capacité, ces algorithmes, et je rappelle que le mot algorithme, ça vient de Khwarizmi, et nous sommes en train de nous réapproprier, en tout cas la révolution mathématique de l'époque, et ça, c'est notre fierté. Donc, en fait, l'intelligence artificielle n'est pas étrangère à notre culture. C'est juste entre parenthèses. Alors, par rapport c'est une industrialisation du traitement de la demande de crédit au dossier du client de A à Z. Et je pense que ça va libérer la force de vente pour aller faire du conseil, pour aller prospecter, alors que le traitement back-office peut se faire automatiquement depuis, à partir des données géolocalisation jusqu'à presque sur plus d'exploitation. Alors je donne juste deux exemples par rapport au nouveau profil, disons, de projets agricoles. Je reviens à un investissement à Boudni, où les gens, c'est un grand groupe, c'est pas la peine de le nommer, qui a planté des palmiers sur une grande superficie, qui a fait le goutte à goutte, etc., etc. Mais dernièrement, nous l'avons accompagné pour installer un système de pilotage de son irrigation par un système expert et pas d'intelligence artificielle. Vous savez, peut-être que les gens vont être étonnés, le premier arbre qui consomme le plus d'eau, c'est le palmier dattier.
Alors que chez nous, c'est un arbre du désert, etc. Mais il consomme entre 18 000 et 20 000 mètres cubes. Et avec ce système, on arrive à 12 000 à 14 000 mètres cubes de consommation. Et c'est un système de pilotage, je prends l'image de l'avion, qui nous donne vraiment l'évaporation, l'hydrométrie, la situation du sol, la chimie du sol. En fait, il combine plusieurs paramètres pour donner la quantité qu'il faut au moment qu'il faut, mais on time, online et à chaque moment. Et c'est comme ça, ça permet de réduire l'eau, bien sûr la consommation d'eau pendant ces périodes difficiles, mais ça permet d'économiser l'énergie et ça permet de produire plus. Ça, c'est un bon exemple qu'on a fait. Le deuxième, c'est dans un grand élevage laitier de 1500 vaches, où vous avez des Asley, vous avez des barconnets, etc., qui peuvent vous donner toutes les informations sur une vache, ses mouvements, est-ce qu'il est en chaleur, combien il a mangé, ses déplacements, et tout ça. Et ça permet là aussi d'optimiser tout ce qui est reproduction. Et nous avons accompagné ces deux projets. Je pense que ce sont des nouveaux, avec des sondes, avec des trucs qui mesurent même le grossissement du fruit. Voilà, je pense que ce sont de bons profils de projet. Merci beaucoup. Alors on va prendre quelques questions de l'audience, donc n'hésitez pas à poser des questions à nos chers panélistes qui partageront leur point de vue et répondront avec plaisir à vos questions. N'hésitez pas, c'est une occasion très importante d'avoir un panel aussi riche avec des intervenants de qualité. Donc on lance les questions-réponses. Alors, des questions? Oui, il y a une question à droite. Bonjour tout le monde, c'est Jean-Luc. Juste une petite question. Est-ce qu'on peut s'en passer de l'homme face à l'intelligence artificielle? Et cas particulier sur l'agriculture? Merci. Donc, qui souhaiterait répondre, c'est ici peut-être. Est-ce qu'on peut se passer de l'homme et de l'humain face à l'intelligence artificielle? Je crois que tout à l'heure ça a été un peu dit, mais c'est important de le répéter. Je crois que la technologie d'intelligence artificielle, c'est un outil pour augmenter l'humain, pas pour le remplacer. Ça ne va jamais remplacer l'intelligence humaine, ça peut la replacer, la repositionner sur d'autres formes d'intelligence. Et justement, c'est une opportunité, c'est comme ça qu'il faut voir la technologie, pour se repositionner sur l'essentiel, sur la partie collective, sur la partie intelligence de l'âme, sur l'intelligence du vivant. Tout à l'heure, je crois que ça a été évoqué par Hervé, il a parlé de l'intelligence de la nature et l'intelligence dans le vivant. Aujourd'hui, quand on voit Chuy et Lima, on ne fait pas attention à toute l'intelligence qu'il y a dans cette vie. Et c'est important qu'on puisse automatiser des tâches, gagner du temps, pour se recentrer sur des choses beaucoup plus essentielles et beaucoup plus pérennes et beaucoup plus profondes qui vont nous permettre justement de piloter ces intelligences artificielles, de la contrôler, de la maîtriser et de faire en sorte qu'elles soient pour le bien de l'humanité. Merci Stéphanie. Une question, allez-y monsieur. Bonjour, c'est Anas Morzadi, chef de département au bureau d'études ABI, la Riva-Rhône. Alors, ma question s'adresse, donc déjà je vous félicite pour la qualité d'échange et de vos présentations. Et vraiment, du discours de Mme Loubna, fédérateur en fait de la solution. Pour ma question, c'est destiné à Faisal, donc félicitations pour les solutions proposées par votre entreprise. Alors, juste ma question, c'est au niveau de la précision. Quel niveau de précision avec la solution d'apport et d'irrigation en combinant les... Parce que vous avez parlé de la solution traitement image satellitaire, peut-être combiné avec des mesures en sonde. Alors j'aimerais bien avoir le niveau de précision de la solution par rapport à ça. Merci.
Merci beaucoup pour la question. Donc en fait la solution aujourd'hui, elle combine effectivement les deux. On a toujours besoin de récupérer quelques éléments du terrain et après donc l'image satellite, elle vient compléter l'information. Pourquoi on a fait cette combinaison? Parce que parmi les freins qui limitaient le déploiement de l'irrigation de précision, il y a le volet CAPEX. Le volet CAPEX, c'est au lieu de, et ce qu'on essaie de faire, c'est au lieu d'installer par exemple 10 capteurs, 10 sondes, on va installer 5. Et le reste, on va le compléter par des images satellites. Le travail qui a été fait au sein du M6P, c'était comment on peut corréler la donnée récupérée par capteur et l'image satellite. Sur cette base-là, on est sur des modèles qui sont avec des précisions de entre 86 et 92% de précision selon la profondeur. Donc plus on va loin dans la profondeur dans le sol, moins la précision elle est plus ou moins élevée. Mais le plus important, c'est qu'on arrive avec le capteur qui récupère une information plus fiable à compléter l'information et proposer une carte d'humidité. Après, ces chiffres-là, on ne les affiche pas parce que, comme dit Shahar, l'agriculteur a besoin de voir le résultat. Et ce qu'on affiche, c'est plutôt les résultats qu'on a fait en travaillant avec des agriculteurs qui ont accepté de tester nos solutions. Donc avec la première version, en utilisant que des capteurs, on arrive à réduire jusqu'à 30% d'eau. Et en ajoutant les images satellites, on atteint les 35% d'économie d'eau en fonction donc, de l'agriculture qu'on a et l'agriculteur et les pratiques à l'agriculteur. Donc c'est pour ça qu'on parle plus de résultats terrain sortant d'un protocole d'essai que de précision, pourcentage de précision de l'intelligence artificielle. Si le staff voudrait rebondir, allez-y, Charles. Juste ajouter par rapport à ce qu'il dit Faisal, c'est que dans le système expert et l'intelligence artificielle, plus vous avez une profondeur historique, plus vous utilisez, plus vous fiabilisez votre algorithme, plus le pourcentage d'inventaire augmente. Sur une région, sur une parcelle, sur une culture, etc. On va prendre encore deux questions pour respecter le timekeeper. Donc, la prochaine question, allez-y. Merci pour cette présentation très enrichissante. Donc, l'IA permet d'optimiser l'irrigation en temps réel, donc grâce aux capteurs et aux machine learning. Mais comment gérez-vous le dilemme entre la précision des modèles et leur interprétabilité? Par exemple, un agriculteur traditionnel peut difficilement faire confiance à un système de deep learning si celui-ci fonctionne comme une boîte noire. Donc, existe-t-il des approches hybrides, c'est-à-dire des modèles physiques plus l'IA explicable, pour rendre ces solutions plus accessibles et transparentes? Merci. Alors, je pense qu'on aura deux personnes pour répondre à cette question, c'est ici et Hervé peut-être et Faisal aussi. Donc, c'est une question ouverte. Hervé, si tu veux rebondir en premier. Je pense que dans sa première intervention, Faisal tout à l'heure a dit comme ça que l'agriculteur ne veut pas s'embarrasser avec des éléments techniques et je partage totalement. Après, c'est une question de confiance ou pas dans les prédictions que donne la machine. C'est pas évident en fait, parce que l'agriculteur, lui, il connaît aussi, et on peut l'intégrer dans les modèles, sa disponibilité en eau. Ça dépend après comment on règle aussi le modèle, parce que si on règle le modèle, comme on le fait le plus souvent, les capteurs, par rapport aux besoins de la plante, chez nous on utilise les sondes, on utilise ça, on a la chance malgré tout d'avoir des réserves qui sont prises tous les ans, qui nous permettent d'irriguer à peu près comme on veut. On améliore les rendements. On n'économise pas beaucoup d'eau, mais on améliore les rendements parce qu'on utilise l'eau à meilleur escient, au meilleur moment, c'est géré de façon beaucoup plus fine. Dans un contexte où l'eau va être limitée, là c'est beaucoup plus délicat parce que construire un modèle qui donne l'optimum de rendement, sachant que la réserve, elle, est une contrainte qu'on ne peut
qu'on ne peut pas dépasser. Je pense que là, véritablement, on a besoin du feeling et de l'œil de l'agriculteur pour compléter. Donc il faut que les deux matchent, quoi. Donc la part d'intuition de l'agriculteur, elle est énorme. Et je vous donne une comparaison qui est dans une autre. Les robots de traite, quand ils sont arrivés chez nous, il y a à peu près 30 ans, on a eu deux catégories d'éleveurs qui les ont utilisés. Des très bons éleveurs qui connaissaient leurs animaux, qui savaient les suivre, qui avaient des performances. Ceux-là, avec le robot, ils ont fait des miracles. Ils ont encore amélioré leurs performances et se sont simplifiés la vie. Quand on tombait dans un GAEC où le vacher partait en retraite ou quittait le GAEC et les autres voulaient garder le troupeau, mais étaient plus spécialisés dans les cultures ou autre chose, et confiaient les vaches à un robot, à chaque fois c'était une catastrophe. Donc, ça a été très bien dit tout à l'heure, ça nous augmente nos capacités, ça ne les remplacera pas. Il faut faire confiance à ce que la machine saura faire mieux que nous, mais c'est toujours l'homme qui doit piloter. C'est précis, si vous voulez rebondir également. Alors, en fait, merci pour la question. Je crois que déjà, l'agriculteur, il faut savoir qu'il est habitué à la variabilité et l'incertitude. Donc, par définition, lui, il sait que tout résultat, il peut changer à tout moment. Il est dans un environnement qui est très variable et très incertain. Ça, de un. De deux, vous avez raison, parce qu'effectivement, des fois, il faut adopter également des approches hybrides. L'intelligence artificielle ne se limite pas uniquement au modèle de prédiction. C'est l'intelligence artificielle, entre parenthèses, prédictive. Mais l'intelligence artificielle générative qui peut aider l'agriculteur à avoir accès aux solutions technologiques digitales de manière plus simple, à travers la voix. Et sachez, les solutions, les applications, quand on est habitué à cliquer, à rentrer dans des menus, à avoir une hiérarchie, l'agriculteur, en fait, l'interface la plus naturelle, c'est la conversation et c'est surtout le vocal. Donc le fait de mettre à disposition de l'agriculteur des solutions existantes, mais de manière plus simple à travers l'IA générative, c'est également un élément important. Le fait de mettre à disposition de cet agriculteur une synthèse de ce qui s'est fait au niveau de la ferme ou de ce qui peut se faire, ça c'est également quelque chose. Après, il y a la grande question effectivement de l'explicabilité, l'interprétabilité des résultats, je vais y arriver. Mais en fait, la question est dit, je crois que pour l'agriculteur, à la rigueur, elle est minime dans le sens où idéalement il faut que ça soit une boîte noire. Pour lui, il a un besoin, il va avoir un résultat. Par contre, dans la formation et dans l'accompagnement, il faut faire en sorte qu'on s'assure que l'agriculteur est conscient que l'intelligence artificielle peut faire des erreurs, peut avoir des biais, peut avoir des hallucinations, et donc ça veut dire qu'il reste pilotable. La technologie est là pour l'aider, mais derrière, les décisions sont les siennes. Et la responsabilité est à l'humain et n'est pas à l'intelligence artificielle. C'est la combinaison de tous ces éléments qui permettent. Et puis bien sûr, une fois on a des modèles qui sont là, on peut améliorer leur fiabilité au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau de fiabilité qui apporte la valeur. Il ne faut pas oublier un dernier élément, et ça a été dit par Séchard, l'agriculteur veut des choses concrètes. Il a une intelligence visuelle. Donc ça c'est important. Donc il ne faut pas aller sur des projets long terme, montrer la valeur, itérer, améliorer, au fur et à mesure on arrivera à un bon résultat. Si Faisal, si vous voulez ça, après Madame Professeur Solé, allez-y, c'est Faisal. L'essentiel a été dit, mais je voulais juste ajouter, c'est si vous partez voir un agriculteur, ne parlez pas d'intelligence artificielle, de deep learning et tout ça. Parlez juste qu'il y a une solution qui vous donne une information, irrigation, fertilisation, etc. Et voici le KPI, voici l'impact de cette solution pour l'agriculteur. Bien sûr, si vous arrivez qu'avec un discours, il ne va pas vous croire. Vous devez aussi arriver avec une expérimentation qui a permis de réaliser ça. Après, la responsabilité par rapport à ça, c'est au développeur. Le développeur, le chercheur, le start-upper, il a une grande responsabilité dans cette transformation digitale. C'est-à-dire de développer des modèles qui sont fiables. Mais je reste confiant que l'agriculteur insistera sur les résultats. Mais ce que je voulais souligner, c'est l'agriculteur, il cherche la simplicité. La simplicité, la simplicité. Après, s'il faut l'accompagner, il faut assurer un transfert technologique, il faut assurer la vulgarisation pour mieux comprendre la technologie, pas dans son détail, mais plutôt dans son aspect concret. Qu'est-ce qu'elle permet de faire et
quel KPI ou quel impact elle peut créer pour lui. C'est ça ce que je voulais souligner. Professeur Moustouré. Juste un petit complément. Donc, je pense que la question est légitime et les réponses aussi sont légitimes parce que nous sommes dans une phase de transition. On est dans une phase d'observation encore et d'appréciation. Il faut donner le temps aux utilisateurs, d'une manière générale, d'apprécier l'intérêt et l'apport. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est qu'on arrive un jour à ce que le felaih utilise les services agricoles comme un service téléphone avec un abonnement. Mais comment on va arriver à là? Il y a des ingrédients de base qu'il faut travailler. Il y a la confiance. Quoi qu'il ne faut pas éroder sa confiance. D'abord, la confiance dans les solutions qu'on va lui proposer, que ça devient un service. Donc il y a un changement aussi au le service physique. D'abord, c'est un service d'information. Donc c'est très important qu'il apprenne que c'est un service adhéré par abonnement. Donc encore si je reviens avant, vous vous rappelez tous du magasin le magasin quand il essaie de vérifier la consommation. Et maintenant c'est fini ça. Donc c'est une confiance qui s'est établie. Je pense qu'on est à la recherche de cette confiance qu'on doit établir ensemble. Juste encore un petit complément à la question, est-ce que l'intelligence artificielle va dire concurrencer l'homme ou éliminer l'homme? Ce sont des questions encore une fois historiques. Avec l'arrivée de la machine, l'ordinateur, on a posé la question. Avec l'arrivée de l'Internet, on a posé la question. Et encore une fois, avec l'intelligence artificielle, et les réponses sont toujours les mêmes. Il y en a ceux qui vont adopter l'intelligence artificielle, ceux qui vont être réticents, ceux qui vont faire un métier et vont développer de nouveaux métiers. C'est comme ça, c'est l'évolution de la nature d'une manière générale. Merci. C'est une question très pertinente puisqu'elle a suscité la réaction de tous les panélistes. Donc bravo déjà pour la question. On va prendre une autre question ici. Donc, M. Nicolas. Allez-y. Oui, bonjour tout le monde. C'est Mme Alaoui, journaliste. Ma question à M. Mohsin. Vous avez parlé de l'impact de l'intelligence artificielle dans la vie agricole. Surtout, je veux parler de le monde rural. Le taux de l'analphabétisme est très élevé et comme l'a dit Mme Mansouri, donc dans le temps les agriculteurs ils vont bien appliquer l'intelligence artificielle dans leur vie, mais c'est pas facile parce que si on ne descend pas dans le monde rural et on faisait des formations et des formations intensives, et c'est le rôle de la critique agricole. Et vous avez parlé de Chahar que vous avez organisé un hackathon en 2018. Et où sont les gagnants de ce hackathon? Ils sont disparus dans la nature. On ne veut pas ça. On veut bien que ces hackathons, ces gagnants soient dans des formations pour informer en tant que jeunes, en tant que des gagnants dans ce hackathon, aller au monde rural et rentrer et faire un travail avec les familles. Surtout, c'est un changement et s'impose. Et donc nous sommes tous censés de faire le maximum pour que comment le فلاح ما يخافش من هذه التكنولوجيا لانه هو تدور على شي حاجه الذكاء الاصطناعي كيرهب الناس ولكن quand tu lui dis avec l'intelligence artificielle tu vas économiser de l'eau, tu vas avoir votre champ toujours et tu vas gagner aussi de l'argent et ça. Donc il y a des choses qu'on peut motiver l'agriculteur à être avec cette intelligence artificielle qui est venue vraiment pour faire du changement positif dans le monde de l'agriculture. Et surtout, notre pays, il a déjà passé 6 ans de la sécheresse. Donc, on veut bien que la Crédit Agricole n'arrêtait pas de faire les hackathons. Comme M. Harvey a dit, ils ont fait un hackathon des agriculteurs dans son ferme digitale. Et on veut bien faire ça dans notre région, dans toutes les régions du Maroc, et encourager les agriculteurs à des hackathons et via des subventions et
que c'est une belle expérience et je veux bien que les agriculteurs seront parmi nous et entendre leur expérience. Est-ce qu'ils ont vraiment bien avec l'intelligence artificielle et on le dit, l'intelligence artificielle c'est pas contre vous, elle est totalement avec vous. Venez être parmi nous. Et merci pour votre intervention et on va prendre si vous voulez, on va prendre une autre question. Allez-y. Oui, il y a une question. Bonjour tout le monde. Alors, Monial Feldan, je suis un collaborateur Crédit Agricole. En fait, j'ai deux questions. La première question, c'est à M. Hervé, une question d'ordre général. Par rapport à la première, je crois moi-même, je crois que tout le monde a compris que la ferme digitale, c'est une ferme digitale. Donc j'étais dans l'imagination comment cette ferme est digitale. Dieu merci, en fait, vous l'avez bien apprécié par la suite que c'est une association. Donc ma question, c'est par rapport aux adhérents. Quel est le profit de ces adhérents? Est-ce que ce sont des agriculteurs végétaux? Et deuxième partie de la question, toujours dans la première question, quelles sont les étapes par lesquelles justement cette association a encouru? Et une deuxième question, c'est d'ordre général et je pose là justement j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a la possibilité d'en parler de l'intelligence artificielle de la même manière, de la même position, d'une manière horizontale à tout type d'agriculteurs? Et là, c'est comme on est en train de brûler les étapes, parce que justement, on parlait à un simple agriculteur d'utiliser l'intelligence artificielle alors qu'il n'a pas encore essayé d'autres dispositifs d'ordre, soi-disant informatisés, digital, et à la fois on parle d'intelligence artificielle, c'est comme vraiment d'expliquer l'inexplicable. Voilà, donc merci. Merci Sylvain. Donc avant de te donner la main Hervé, je pense que pour la deuxième question, effectivement, tous les panélistes ont insisté sur la nécessité d'avoir une logique d'input et d'output, de besoin de résultats, pour justement rassurer l'agriculteur et lui montrer que la solution qui sera déployée aura un impact direct, sans pour autant lui expliquer c'est quoi l'intelligence artificielle et c'est quoi la technologie qui sera déployée. Et ils ont également insisté sur la nécessité d'une relation de confiance et d'un proof of concept, lui montrer que la solution elle marche pour qu'il y adhère pleinement. Hervé, si tu veux répondre à la première question qui concerne la ferme digitale. Je vais répondre à la première, je vais juste dire un mot de la deuxième. C'est qu'en fait, je pense que ceux qui sont digital natives sont peut-être les meilleurs avec l'intelligence artificielle, parce que justement, ils ne vont pas se poser de questions, et ce qui comptera pour eux, c'est la bonne réponse à la question qu'ils auront posée. Et quand, moi je pense que quand l'intelligence artificielle sera véritablement mature, c'est peut-être dans 10 ans, je ne sais rien, en fait, on n'aura pas besoin de savoir comment ça fonctionne, on n'aura pas besoin de tout ça pour pouvoir s'en servir. Je pense que ça, c'est l'élément fondamental sur lequel va se dérouler l'avenir. La ferme digitale, il n'y a pas d'agriculteurs là-dedans. La ferme digitale, alors il n'y en a pas, il peut y en avoir, c'est pas fermé aux agriculteurs évidemment, mais c'est ouvert à des startups qui travaillent pour l'agriculture, et puis donc après on a des partenaires, je vous ai dit que l'Agricole France est dedans, Groupama est dedans, on a OnePoint, on a KPMG, on a des organismes comme ça, on a des centres de formation, mais l'essentiel, la base, c'est des startups qui sont dedans. C'est des startups qui travaillent pour l'agriculture. Je vous ai dit, dans les KPI pour rentrer, il y a les valeurs, mais il y en a d'autres. Une start-up qui est vraiment en ligne, qui va naître, qui n'a pas d'assurance, qui n'aura pas fait une levée de fonds d'un certain niveau, qui n'aura pas de salarié, tout ça en fait, qui peut disparaître très vite, va attendre un petit peu pour rentrer. On rentre dans la ferme digitale en passant devant une commission pour avoir des adhérents qui peuvent assurer la durabilité de leur entreprise dedans. Alors, malheureusement, il y en a quand même malgré tout qui tombent, c'est la vie d'un entrepreneur, mais c'est une association, je pourrais presque dire un syndicat, de start-up qui travaillent dans l'agriculture. C'est pas une association d'agriculteurs utilisant le digital. Il y a quelques start-upers qui vont le faire. Ça, par contre, on a. Mais et puis si certains agriculteurs voulaient venir parce qu'ils ont une attirance particulière pour le numérique, il y a quelques-uns qui sont sympathisants. On n'a jamais formalisé l'adhésion d'agriculteurs. Merci beaucoup Hervé. Et sur ton intervention, je pense qu'on va clôturer cette conférence qui a été très riche, où on a eu des keynotes
aussi un panel très intéressant. Je remercie mes différents panélistes pour leur intervention très précieuse. J'espère qu'en finissant cette conférence, on aura plus de visibilité sur ce qui a été fait, mais aussi ce qui est attendu de nous tous à faire en tant qu'écosystème dans ce volet-là. On vous remercie tous de votre présence. N'hésitez pas à suivre les moments forts de notre conférence sur nos plateformes de réseaux sociaux du groupe Crédit Agricole. Et encore une fois, merci à tous.